président de la République Alassane Ouattara a rencontré le président du PDCI RDA Aimé Henri Konan Bédié. Ils ont échangé sur la bonne marche du pays. L'école connaît d'énormes difficultés dans la sous-préfecture de Ouélé, région de Lifou. De nombreux enfants sont toujours à la maison et mois après la rentrée scolaire à Kwasi, Kwakusekro et à Ouélé Koumanou. Éliminés de la course pour le titre de championne d'Afrique, les éléphants de Côte d'Ivoire jouent leur ticket qualificatif pour le mondial 2015 ce samedi en Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Commençons par cette information triste. Le monde de la musique en Côte d'Ivoire est en deuil. L'artiste musicien Johnny Lafleur est décédé dans la nuit d'hier. À ce samedi, nous y reviendrons. Nous vous le disions dans nos titres, le président de la République Alassane Ouattara a rencontré le président du PDCI RDA Aimé Henri Konan Bédié. Ils ont échangé sur la bonne marche du pays. Ils ont abordé les questions touchant la commission électorale indépendante, la prochaine élection présidentielle. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude au président du PDCI RDA suite à l'appel de Daoukro. Jérôme Kofi Aboulé. Pendant plus d'une heure d'horloge, au cours de cette rencontre ce vendredi, le président de la République, Alassane Ouattara, et son aîné, Henri Konan Bédié, ont évoqué divers points relatifs à la marche de la nation ivoirienne, comme ils en ont l'habitude à chaque occasion. D'abord, l'importance de l'appel dit de Daoukro pour la candidature unique au sein du RHDP du président Alassane Ouattara en vue de la présidentielle de 2015. Il y a quelques semaines, j'étais à Daoukro. Le président m'a fait la grande surprise de lancer un appel pour me soutenir pour les prochaines élections présidentielles. Il était tout à fait donc indiqué que je vienne ce soir le saluer, remercier le président. Président, merci pour la confiance. C'est un événement important parce que ceci donne une grande visibilité à notre pays sur les prochaines années, nous permet de nous concentrer sur le travail du gouvernement en place et de faire en sorte que les progrès qui sont réalisés puissent d'ailleurs se renforcer pour le bien-être de nos populations. Également au menu, la CEI et le Conseil économique et social. Avec le président, nous avons aussi fait un tour d'horizon sur les questions d'actualité, la mise en place la commission électorale indépendante, la prochaine mise en place du Conseil économique et social. Aussi évoqué lors de cette entrevue, le décès de la mère de l'ancien président et le cas des planteurs déguerpis de leur zone d'activité. Nous avons également évoqué les circonstances du décès de la mère de l'ancien président et toutes les dispositions que nous avons prises et que nous comptons prendre pour que donc les choses se passent dans des conditions donc appropriées. Et également, le président m'a informé qu'il y a eu des décisions de déguerpissement de certains planteurs de certaines zones, à ma grande surprise. Et je lui ai dit que personnellement, je n'en étais pas informé. Ceci est totalement contraire à l'idée de nation. Les Ivoiriens doivent être à l'aise et pouvoir travailler partout où ils veulent en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas accepter, donc j'ai indiqué au président que je mettrai fin à cet acte qui n'a d'ailleurs pas été approuvé par le gouvernement. En clair, de la bonne ambiance à la suite de cette rencontre, il ressort que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et le président du RHDP, Henri Konan Bédié, son frère aîné, n'ont nullement l'intention de faillir à leur engagement à poursuivre l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny, celle de bâtir la Côte d'Ivoire dans la paix. Autre activité du chef de l'État Alassane Ouattara, il a reçu hier vendredi la présidente de la Commission de l'Union africaine, la sud-africaine Nkosazana Ladmi Zuma. La rencontre a eu lieu à la résidence du chef de l'État à la Riviera Golf, Viviane Aïmer.
Face à la situation alarmante que fait peser l'épidémie de la fièvre Ebola dans la sous-région ouest africaine, où l'on comptabilise plus de 4000 morts en moins de 6 mois au niveau des 3 pays touchés que sont la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, l'Union africaine lance une initiative au plan africain. C'est le sens de la démarche effectuée ce vendredi par la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, en venant rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara. La présidente de la Commission de l'Union africaine était accompagnée par le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, et par le secrétaire exécutif de la CEA, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Carlos Gomez. Nkosazana Dlamini Zuma est venu solliciter l'envoi par la Côte d'Ivoire du personnel de santé dans les pays voisins touchés par l'épidémie. La présidente de la Commission de l'Union africaine a en outre félicité la Côte d'Ivoire pour avoir mis fin à la fermeture de ses frontières avec ses voisins victimes de contamination en ouvrant des couloirs humanitaires. First, let me say how grateful we are that the president saw the money. Nous sommes venus en délégation avec le secrétaire exécutif de la CIA et le président de la BAC pour échanger avec le président de la République, le président Alassane Ouattara, principalement sur la situation de l'Ebola. Nous sommes en train de solliciter des gouvernements et notamment du gouvernement de Côte d'Ivoire d'envoyer plus de personnel de santé au niveau des 3 pays qui sont affectés. En ce moment, nous n'aurons qu'à prendre en charge l'assurance et certainement les primes. Les salaires seront supportés par les États. Nous avons félicité la Côte d'Ivoire pour ses performances, mais aussi pour avoir repris les vols en direction de la Guinée et bientôt du Libéria et de la Sierra Leone. Nous avons parlé de la question donc de l'impact économique, notamment au niveau du transport aérien, mais aussi du transport maritime, de l'épidémie sur les économies. Et enfin, nous avons abordé des questions qui ont un rapport avec la Commission de l'Union africaine, notamment la mise en œuvre de l'accord de Yamoussoukro sur la libre circulation entre les pays, l'ouverture des ciels des différents États aux compagnies africaines. Et le président nous a donc compris, nous a apporté tout son soutien. Nous voudrons donc lui dire merci et repartir de la Côte d'Ivoire rassurée. La présidente de la Commission de l'Union africaine s'était d'abord rendue en Guinée, Libéria et Sierra Leone avant de venir à Abidjan. La Côte d'Ivoire n'est pas touchée par le virus Ebola. Il n'y a aucun cas avéré, rassure la ministre de la Santé Remada Goudou Kofi pour démentir la folle rumeur faisant croire qu'un cas de virus Ebola a été détecté dans l'ouest du pays. Grace Kando. Le mercredi 22 octobre 2014, le ministre en charge de la santé de la Guinée a informé sa collègue de Côte d'Ivoire qu'un agent de santé ayant eu un contact avec un cas confirmé de la maladie à virus Ebola aurait fui la Guinée pour la Côte d'Ivoire. Aussitôt, le système d'alerte de la Côte d'Ivoire a été activé au niveau des districts sanitaires frontaliers de la Guinée. La ministre de la Santé, Goudou Kofi Remon, tient à éclairer l'opinion sur cette situation. Nous avons pu identifier la zone où se trouverait cette personne. Et je tiens à préciser que cette personne était ce qu'on appelle dans le jargon, il n'est qu'un contact. Et c'est le terme même qu'a utilisé le ministre de la Santé de Guinée. Il ne m'a pas dit que la personne était infectée, il ne m'a pas dit que la personne était malade, il m'a dit un cas, un contact vient de nous être signalé qui se dirigerait en Côte d'Ivoire, bien spécifiquement à Mans, où il semblerait qu'il est de la famille. Mais réflexion, enfin, avec toutes les informations que nous avons pu avoir au fur et à mesure, cette personne serait en même temps une sorte d'opérateur économique qui aurait donc tout un dispositif de santé, de clinique, aussi bien en Guinée qu'à Mans et à Daloa. Donc nous sommes en train le ministère de la Sécurité et de l'Intérieur est en train de faire des recherches à ce niveau. Tous nos délégués et nos directions régionales et départementales dans la région de Mans, dans la région de Daloa sont informés.
et nous attendons pouvoir. Toujours selon la ministre Goudou Kofi Raymond, aucun cas de virus Ebola n'a été enregistré sur le sol ivoirien à ce jour. Donc nous n'avons pas de cas confirmés ni avérés ici en Côte d'Ivoire au moment où je vous parle, parce que pour que nous puissions avoir la preuve que nous avons éventuellement un cas en Côte d'Ivoire, il faut bien que cette personne on puisse lui faire un prélèvement de sang et qu'on puisse techniquer cette personne, c'est-à-dire donc la structure qui est habilitée à cela, c'est donc l'Institut Pasteur. Jusqu'aujourd'hui, nous avons dit que nous avons 49 cas de rumeurs qui ont été entièrement techniqués par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire avec pour résultat des résultats négatifs. Des informations émanant de l'Organisation mondiale de la santé précisent que c'est un aide-soignant d'une quarantaine d'années qui exerçait en Guinée dans la région d'Nzérékoré. Parlons toujours du virus Ebola. Des vaccins contre la fièvre Ebola seront testés, si possible, en décembre dans les 3 pays concernés par ce virus. Il s'agit du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée. Et puis, au Mali, la fillette infectée par le virus Ebola, premier cas dans ce pays, est décédée hier vendredi. L'enfant, âgé de 2 ans, était arrivé de la Guinée voisine le 19 octobre dernier en car avec sa grand-mère, qui, elle, a été placée en quarantaine à Kaye, dans l'ouest du pays, le Mali. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida implique les ONG dans la lutte contre le virus Ebola. L'ONG Lumière et Vie a choisi le département de Yamoussoukro pour lancer ses activités d'information et de sensibilisation sur le virus Ebola. Soro Corona, Chris Larsen, RTI Boaké. À ce jour, on compte plus de 5000 le nombre de personnes décédées du fait de la fièvre à virus Ebola. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ces chiffres vont doubler d'ici la fin de l'année. Face à cette situation inquiétante, l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'impliquer les ONG dans la lutte contre cette maladie. Les organisations non gouvernementales auront pour mission de sensibiliser sur le terrain les populations sur les mesures de prévention. L'ONG Lumière et Vie a choisi Zata, village peuplé de plus de 12 000 âmes dans la sous-préfecture de Yamoussoukro pour le lancement de ses activités d'information et de sensibilisation. À Zata, les populations ont reçu toutes les connaissances sur l'évolution et la propagation du virus Ebola qui a pour nid les animaux sauvages. Les villageois ont été invités au respect de toutes les mesures de prévention, notamment éviter de se serrer les mains, de se faire les accolades et de manipuler les morts. Après la formation du ministère de la Santé et de lutte contre le sida, après nous-mêmes notre propre recherche en tant qu'ONG, nous avons décidé de faire le lancement au niveau de Zata pour la sensibilisation parce qu'après Zata, nous irons dans les campements de faire de porte à porte pour que le message du ministère puisse passer. Faire un appel à nos cadres, à nos autorités, nos grands joueurs, nos chanteurs de vraiment faire quelque chose. Ce n'est pas une histoire du ministère de la Santé seulement, ça doit être une histoire du peuple ivoirien. L'ONG Lumière et Vie a invité les populations rurales à se tourner davantage vers la consommation du poisson. Un concours culinaire avec des mets à base de poisson a été organisé pour montrer aux parents que le poisson peut remplacer valablement la viande de brousse. Restons dans le domaine de la santé. Les sages-femmes des districts sanitaires de Fresco, Gueyo et Sassandra, réunis au sein de la section locale du syndicat des sages-femmes de Côte d'Ivoire, s'engagent à lutter contre le cancer du col de l'utérus. On en parle avec Serge Gongomer. Véritable problème de santé, le cancer du col de l'utérus est au centre des rencontres des sages-femmes en Côte d'Ivoire. Le sujet est abordé au cours des travaux annuels du syndicat des sages-femmes de Côte d'Ivoire, section Sassandra. Une conférence animée par le docteur H. Justin, gynécologue au CHR de San Pedro. À travers une projection par diapositive, Dr H. Justin a expliqué les manifestations du cancer du col de l'utérus pour permettre aux femmes de reconnaître la maladie afin de mieux faire face à son traitement. La conférence a été suivie d'une séance de dépistage précoce du cancer du col de l'utérus et du sein. Je viens de faire mon dépistage. Vraiment, j'invite toutes les femmes à faire leur dépistage. 250 femmes ont été dépistées pendant ces 2 jours et 3 d'entre elles ont été déclarées positives.
Céline Ayayao, secrétaire de la section locale de la CISAFSI, donne les raisons de cette séance de dépistage précoce du cancer du col de l'utérus et du sein. Depuis quelques années, nous avons constaté que les cas de cancer du col et du sein sont en train de se multiplier. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire les dépistages précoces sur site parce que nous ne sommes pas formés. Les membres de la section locale du CISAFSI ont été présentés au préfet de région représenté à cette cérémonie par Bonaventure Goulei, sous-préfet central de Sassandra, et au bureau national du CISAFSI conduit par sa secrétaire générale Maïmouna Fofana Kangouté. Autre sujet, le 3e congrès du Rassemblement des femmes républicaines RFR s'est ouvert ce matin au Palais des Sports de Trècheville. Plusieurs milliers de femmes sont présentes. Le thème de ce congrès, élection 2015, femmes unies et mobilisées pour la victoire du président de la République Alassane Ouattara. Au cours de ce congrès, Touré Aya Virginie connaîtra son successeur. Les responsables de l'UDPCI rencontrent les femmes du Vivrier. Objectif de cette rencontre, les inviter à soutenir l'appel de Daoukro lancé par le président du PDCI RDA, Enrico Bédié, à soutenir la candidature du président de la République Alassane Ouattara à la prochaine élection présidentielle. Le président de l'Assemblée nationale française, Claude Barthelone, en Côte d'Ivoire depuis jeudi, à l'invitation de son homologue ivoirien Guillaume Soro, était hier à l'hémicycle. Il a partagé l'expérience française en matière de démocratie avec les députés ivoiriens. Léon Broukwame. Palais de l'Assemblée nationale ce vendredi, aux côtés des 227 députés sur les 255 de la législature Soro, des chefs d'institutions avec à leur tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Tous sont venus écouter le chef du Parlement français, Claude Barthelone, invité par son homologue ivoirien à partager avec son institution quelques pans de la démocratie française. Notre volonté commune de faire de notre Assemblée une institution moderne et modèle reste vivace et les apports d'une Assemblée d'expérience comme celle que vous dirigez nous seront toujours utiles. Le décor planté, Claude Barthelone peut s'adresser à son auditoire. Le président de l'Assemblée nationale française se dit émerveillé par la marche de la démocratie ivoirienne, eu égard aux acquis réalisés 3 ans seulement après la crise post-électorale. Désarmement et réinsertion des ex-combattants, infrastructures de développement, réconciliation, repositionnement de la Côte d'Ivoire à travers notamment son Parlement. Claude Barthelone estime toutefois nécessaire la représentation de toutes les tendances politiques à l'hémicycle, toute chose qui constitue pour lui l'achèvement de la démocratie. Dans ce sens, il a aussi instruit les députés sur 3 de leurs devoirs. Le premier devoir qui nous incombe, c'est de lutter sans relâche pour l'indépendance de nos parlements. Le second devoir, c'est celui de l'exemplarité. Il en va de notre crédibilité, de la crédibilité de la classe politique dans son ensemble. Il en va du lien de confiance qui doit relier nos peuples à leurs représentants et donc de la stabilité de la vie politique. Le troisième devoir, selon moi, est justement cette nécessité absolue de nouer avec les autres parlements de par le monde des relations de coopération suffisamment denses pour nous rendre plus forts collectivement. Dans son intervention, le président de l'Assemblée nationale, dont la visite intervient 3 mois après celle du chef de l'État français, a insisté sur l'amitié ancestrale entre son pays et la Côte d'Ivoire depuis les 2 guerres mondiales en passant par l'ère de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Et puis en compagnie de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et de plusieurs chefs d'entreprise françaises, Claude Barthelone a pu visiter hier le port autonome d'Abidjan, les différents ponts, les ponts Félix Houphouët-Boigny, De Gaulle et celui en construction est presque achevé, le pont Enrico Bédié. Au cours de près d'1 heure de visite sur la lagune, il a été entretenu par ses compatriotes sur les atouts et les perspectives de la Côte d'Ivoire.
Tout à fait autre chose. Le communiqué final du dernier Conseil des ministres a dévoilé le bilan de la campagne 2013-2014 de la filière coton. Un bilan qui fait état des niveaux records de production pour la filière avec plus de 405 000 tonnes contre 352 000 tonnes en 2013. À l'instar du cacao, le coton ivoirien se porte bien. C'est que le bilan de la campagne 2013-2014, rendu public à l'issue du dernier Conseil des ministres, annonce 405 226 tonnes contre 352 000 tonnes lors de la campagne 2012-2013, soit une production en hausse de 15,07%. Avec cette production, record de la campagne 2013-2014, les revenus distribués aux agriculteurs sont estimés à plus de 101 milliards de francs CFA. Dans le but de consolider cette embellie, le dernier Conseil des ministres a approuvé l'affectation du montant prévu pour la subvention à la révalorisation du prix. Ainsi, retenons que le prix du coton bord-champ pour la campagne 2014-2015 est fixé à 250 francs CFA le kilogramme. La filière banane a aussi été évoquée au cours de ce Conseil des ministres. Après accord de l'État, un programme de mesures d'accompagnement du secteur de la banane dénommé MAB va être mis en œuvre en vue de faciliter davantage l'accès de la banane ivoirienne au marché européen. En outre, le programme MAB vise à améliorer l'outil de production des plantations existantes, la création de nouvelles plantations villageoises et la préservation de l'environnement. Ce programme est financé en partie par l'Union européenne. Et c'était un commentaire d'Adam Koné. La délégation régionale du Conseil du café cacao d'Aboisseau a rencontré les acteurs de la filière de la dite localité. Objectif, les sensibiliser aux nouvelles dispositions mises en place par le Conseil café cacao pour la campagne 2014-2015. Francis Boifo. Le département d'Aboisseau dans la région du Sud Komoué a été classé premier en matière de production du cacao pour la campagne 2013-2014. De 31 000 tonnes de fèves de cacao en 2013, la production est passée à 44 000 tonnes en 2014, soit une augmentation de 43%. Selon le délégué régional du Conseil café cacao d'Aboisseau, cette performance est à mettre à l'actif de toutes les forces vives de la région pour leur appui dans la lutte contre la fuite du cacao vers les autres départements et les pays voisins. Autre point, la distinction du doyen Bléoué Aka en qualité de meilleur producteur de cacao lors des dernières journées nationales du cacao. Cette rencontre des acteurs de la production et de la commercialisation du cacao et du café a été l'occasion d'annoncer les nouvelles dispositions prises par le Conseil pour la campagne 2014-2015. Il s'agit entre autres du prix bord-champ qui est passé de 750 à 850 francs le kilogramme de cacao et de la déclaration en ligne des achats sur la plateforme mise en place par le Conseil café et cacao. L'objet de cette mission, c'est de pouvoir sensibiliser tous les acteurs de la filière café-cacao sur le démarrage de la campagne et le respect des procédures qui sont mises en place en ce qui concerne la commercialisation intérieure. Emboîtant le pas au Conseil café cacao, les autorités préfectorales décident de s'engager dans la lutte contre le racket et autres formes d'entrave à la commercialisation du café et du cacao dans le département d'Aboisseau. La 5e édition des Journées nationales de la qualité a pris fin hier vendredi et plusieurs recommandations ont été faites dans la création d'un fonds pour la promotion de la qualité. Guy Roger Nguesson et Patricia Oumou ont suivi cette édition pour RTI 1. Un fonds pour promouvoir la qualité et un observatoire national de la qualité, organe de veille. Ce sont entre autres les recommandations des 5e Journées nationales de la qualité. La problématique au cœur des échanges a été la notion de performance des entreprises. Une performance qui passe par un management de qualité, à savoir une démarche stratégique, cohérente, crédible et durable. Les résultats qui en découlent doivent être appréciés par les consommateurs. C'est la population qui consomme tout ce qui est produit par les entreprises, par les administrations. La population doit exiger la qualité, mais dans l'ordre. La population doit faire en sorte que les entreprises qui jouent avec la qualité, qui sont capricieuses du point de vue de la qualité,
que cette population amène ses entreprises à mieux faire. Pour les visiteurs de ces journées, la promotion de la qualité nécessite également une sensibilisation, voire une formation des consommateurs qui bien souvent ignorent la notion de qualité. Il y a toute une panoplie d'abord de personnes qui ne sont pas informées de la notion d'abord de qualité. Parce que pour moi, la qualité d'abord, c'est tout ce qui d'abord satisfait à moi mes exigences. Donc du coup, il faut faire la promotion d'abord de celui-là. Avec les journées de la qualité, l'association des qualiticiens diplômés de Côte d'Ivoire veut relever un défi, celui d'inscrire l'ensemble des opérateurs économiques de l'administration publique et des consommateurs dans une démarche qualité, gage du développement économique. 6 individus qui troublaient la quiétude des populations de Mans viennent d'être appréhendés par la police locale. En leur possession, des appareils électroménagers et plusieurs autres objets de valeur. Fin de parcours des écumeurs de domicile. 6 dangereux gangsters sont tombés dans les mailles des filets de la police du 1er arrondissement de Mans. Depuis le mois d'août, l'insécurité est montée d'un cran dans la ville de Mans. De jour comme de nuit, les populations sont régulièrement visitées par des individus sans foi ni loi. Ces individus armés menacent leurs victimes avant de les dépouiller de tous leurs biens. Des plaintes sont déposées de façon récurrente devant le commissariat de Mans. Pour ces 6 individus, l'aventure s'arrête au quartier Thérèse alors qu'ils tentaient de dévaliser un domicile. Face à cette situation, nous avons pris des dispositions afin de contrecarrer cette criminalité grandissante. Avec les maigres moyens que nous avons, mettre la main sur le cerveau de la bande. Et de fil en aiguille, nous avons pu interpeller les 6 individus qui sont là avec les appareils électroménagers, fruits des actes qu'ils commettent nuitamment, surtout à la faveur de la saison des pluies qui perdure bizarrement cette année. Les 6 individus arrêtés seront mis à la disposition de la justice et répondront de leurs actes devant le parquet de Mans. Des actions de ce type vont se poursuivre pour traquer les bandits et autres malfaiteurs et offrir aux populations de Mans une vie plus paisible. Chantal Ouma Kanda, Wélé Koumanou, village de la sous-préfecture de Wélé, a connu une ambiance de fête il y a quelques jours. La raison, l'alimentation en eau potable du village. Cette alimentation était interrompue il y a 8 mois. Lors de la visite du président de la République dans la région de Lifou, des instructions ont été données avec des moyens à l'appui pour que les populations de Wélé Koumanou aient de l'eau potable. Eh bien, ces choses faites, nous dit Serge Colliard. Le calvaire des 2000 habitants du village de Wélé Koumanou, sous-préfecture de Wélé, est désormais terminé. Depuis 8 mois, ces populations qui n'avaient plus de l'eau potable en ont grâce au président de la République, Alassane Ouattara, après sa visite d'État dans la région de Lifou. Il y a quelques mois, nous avons eu des problèmes avec le système d'adduction d'eau. Notre forage a tari. Les travaux ont été commandés pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est dans ce cadre que nous avons programmé le forage. Ces travaux nous vont permettre d'alimenter le village pendant au moins une quinzaine d'années. Et le coût global des investissements sont de l'ordre de 100 à 150 millions. Et pour une population comme la nôtre, c'est vraiment un cadeau que l'État nous fait. Les populations de Wélé Koumanou sont heureuses et elles ont donc décidé de fêter l'événement. Ce jour, pas question d'aller au champ ou mener toute autre activité. Les populations, avec à leur tête les chefs traditionnels, les sages, des cadres du village, les jeunes et les femmes se sont retrouvés à la place du village pour chanter et danser au rythme de l'aboudan, de la dios et du cléba. En plus de l'eau potable désormais disponible à Wélé Koumanou, les populations voudraient la construction d'un centre de santé, d'une école maternelle et d'une deuxième école primaire pour une meilleure scolarisation de tous les enfants du village de Wélé Koumanou. Ces infrastructures permettront aux populations de ce village de mieux se soigner et scolariser tous les enfants du village.
Voilà, l'école connaît quelques difficultés dans la sous-préfecture de Ouélé, région de Elifou. Des enfants sont toujours à la maison à Kwakou-Sekro et à Ouélé-Koumanou. Ouélé-Koumanou que vous avez vu tout à l'heure. La population en recours à des classes de fortune. Des dispositions sont prises par le gouvernement ivoirien pour résoudre très rapidement ce problème de déficit de classes dans ces deux villages. Éliminés de la course pour le titre de championne d'Afrique, les éléphants de Côte d'Ivoire jouent le ticket qualificatif pour le mondial 2015 ce samedi en Afrique du Sud. Anne-Marie Nguessan. C'est ce samedi 25 octobre que la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud se disputeront la 3e place de la 9e édition de la CAN féminine qui se déroule à Windhoek. Et c'est ce stade, le Sam Nujoma Stadium, qui a abrité les demi-finales qui sera encore le théâtre de cette rencontre. Un stade de 10 300 places, inauguré en 2005 et qui porte le nom du premier président de la Namibie. Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, plus qu'un match de classement, a un enjeu très important, le 3e ticket qualificatif du continent Afrique pour la Coupe du Monde féminine prévue du 6 juin au 5 juillet 2015 au Canada. Les Ivoiriennes qui ont perdu en prolongation face au Cameroun lors de la demi-finale entendent tout mettre en œuvre pour obtenir leur passeport pour le Canada au cours de cette session de rattrapage face à l'Afrique du Sud. Les encadreurs et les médecins ont fait le travail, nous ont mis en état de récupération. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir prendre le dessus sur l'adversaire. Il faut tout donner parce qu'il ne faut pas se réserver, il n'y aura pas d'autres matchs. Ce n'est que le seul match qui nous reste. Il faut puiser au plus profond de soi l'énergie nécessaire pour jouer à fond toutes ces chances. Nous savions que gagner le match de demain, c'est nous ouvrir la porte du mondial, qui est le rêve de tout sportif. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud se connaissent pour s'être déjà rencontrés en amical lors de la préparation de cette CAN en août dernier. Ça ira un match très intéressant avec deux équipes qui veulent jouer et pas seulement user les balles longues. Alors ça ira un jeu tactique, je crois. Nous avons également suivi l'Afrique du Sud lors des matchs de poule. Nous savons que l'Afrique du Sud est une très grande équipe. L'Afrique du Sud regorge beaucoup d'individualités, mais nous allons mettre l'accent sur le collectif parce que c'est ensemble que nous devons jouer et ensemble nous devons gagner. Outre ce match de classement entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire à 15h GMT, la 9e édition de la CAN féminine Namibie 2014 connaîtra son apothéose avec la grande finale qui opposera le Nigeria au Cameroun. Et la note triste dans cette édition, nous vous le disions, l'artiste musicien Johnny Lafleur est décédé dans la nuit d'hier à ce samedi. Serge Collier. Alors, Diabostek, le grand batteur d'Ernesto Guégué. La nouvelle est tombée ce 25 octobre 2014. Johnny Dedi Lafleur, Nyoui, a tiré sa révérence au petit matin de ce samedi à Abidjan. L'artiste, après avoir lutté pendant plusieurs mois, a finalement été emporté par ce mal pernicieux contracté à la suite d'une série d'injections mal administrées. Affaibli, paralysé de la jambe droite, Nyoui avait bénéficié du soutien de plusieurs autorités pour l'aider à se remettre sur pied. L'élève d'Ernesto Guégué avait même bénéficié de la pension mensuelle accordée par le président de la République aux anciennes gloires du monde de la culture. L'icône du magazine culturel Top Visage a ensuite rechuté. Johnny s'est rendu à Divo pour des soins avant d'être hospitalisé dans une clinique abidjanaise de la place aux bons soins du chef de l'État. Malheureusement, son sort semblait déjà scellé. Jean Nyambroui, son nom à l'état civil, Nyoui, The Flower, The Garden, Sobaldé, l'artiste aux 1000 surnoms, quitte la terre des hommes avec son humour, sa joie de vivre et surtout son talent et son statut d'adepte du Ziglibiti. Décès également d'Assalé Best, musicien, ancien chef d'orchestre de l'ORTI. Assalé Best est mort le 22 octobre dernier des suites d'une longue maladie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur RTI 1.